Donc, voici l'énoncé. L'énoncé dit de A à la moitié de l'intervalle, j'utilise le processus fils. De la moitié de l'intervalle jusqu'à la fin de l'intervalle, j'utilise le processus pair. OK. Je vais aller jusqu'à l'intervalle et je fais I++. Ce que le pair va faire, le pair doit... OK, donc je vais déclarer deux sommes en fait. La première somme et la deuxième somme. Donc ici, j'aurai la première somme est réalisée par le processus fils. Il va exit S1. Nous avons le processus pair va également faire sa part de somme. Pourquoi j'ai gardé la variable i? Tout simplement parce que quand vous déclarez la variable i ici, le père et le fils auront leur copie de la variable i. C'est-à-dire que les deux variables i ne seront pas en conflit. Nous avons dit quand on fait un fork, le père crée le fils aura la copie des variables qui ont été déclarées. Donc, il n'y a pas de conflit ici. Le fils va gérer son i et puis le père va gérer également son i. Donc, lorsque le père finit de calculer son code, puisque le fils se termine ici, ce que nous allons faire, c'est faire un wait. OK? Là, on attend, on peut faire un wait et mettre nul, tout simplement, pour dire qu'il faut attendre la fin d'un des fils que tu as créés. Nous avons dit que dans le wait, on pouvait également passer, une variable qui contiendra, en fait, qui aura le résultat renvoyé par le processus fils. Donc, quand je fais un exit, dans le wait, je peux passer une variable là qui sera remplie par le résultat d'exit. OK. Donc, comment est-ce qu'on passe cette variable? Vous devez passer cette variable-là par adresse. On passe cette variable par adresse. Donc, je peux créer une variable là, dit résultat, peut-être res. Ici, je passe cette variable-là par adresse. Donc, dans le exit va renvoyer la moitié et wait va attendre le processus fils, récupérer le résultat envoyé par le processus fils, écrire ce résultat dans la variable res. Une fois qu'on écrit ce résultat dans la variable s, il y a deux types de macros. Il y a la macro if exited. OK. Cette macro permet de savoir s'il y a eu un exit normal. C'est-à-dire que si le fils s'est normalement terminé, ça c'est le premier exit. Ça c'est savoir si le fils est normalement terminé. OK. Il y a également exit status qui permet de récupérer la exit status qui récupère le résultat. On récupère le résultat de l'exit. Regardez la différence. Le wait va récupérer la valeur envoyée. Il écrit dans rest. Ce qu'il écrit dans rest, ce n'est pas directement la valeur de S1. Ce qu'il écrit dans rest, c'est en fait un ensemble de codes qui contient à la fois qui contient des informations qui permettront de savoir si l'exit s'est bien terminé, ainsi de suite, et qui contiendra également la valeur la valeur qui était renvoyée, c'est-à-dire que S1 sera contenu dans REST.
OK? Il y a en fait des détails sur wexit status va permettre de récupérer S1 dans le résultat. Et if exited va permettre de lire résultat et savoir si le fils s'est terminé dans les bonnes conditions. Donc, bref, utiliser directement REST, ce n'est pas une bonne idée parce que REST ne contient pas directement S1. REST contient d'autres informations que la macro wexit status vous permet de récupérer. Donc, on utilise ceci afin de récupérer afin de lire effectivement ce qui était envoyé par le processus fils. Donc, je vais dire if notre fils c'est bien exécuté, c'est à ce moment que nous allons faire S2 va recevoir l'ancienne valeur de S2 plus W exit tastos et vous passez rest. Maintenant, je peux faire, en fait, ici, je peux directement faire return. Sinon, je fais return 0. Donc, j'espère que là, vous avez un peu compris ce qui se passe. Il y a deux fonctions. En fait, c'est deux macros. Ces macros permettent de lire les informations contenues dans REST. wexit status récupère effectivement la valeur qui est exit. If exited permet de savoir si votre processus s'est terminé dans les bonnes conditions. Et puis on additionne. Donc, qu'est-ce que je suis en train là? Je peux exactement faire S2+. Je ne stocke plus, je fais simplement S2+. Donc, je vais essayer d'exécuter ce code-là dans... Il est possible que ça plante, vu que je ne suis pas sur Linux directement. Ok, j'espère que tout le monde voit mon invite de commande. Si je fais ls, ouais, voici la fonction somme ici. En fait, le fichier somme, c'est jcc somme -o de somme. Bon, on attend que ça compile. Ok. Expected const SHA, but argument is of type SHA. Bon, ça, ce sont les warnings. Je ne sais pas pourquoi est-ce que il dit... Ce sont des warnings, donc en réalité, il a compilé quand même parce que... ouais, l'erreur, ici, c'est quoi? Ici, c'est un... Ça, c'est un warning. For expected const, but argument is of type SHA. C'est également un warning. Ok, en fait, c'est juste des warnings, mais la fonction a compilé. Je ne sais pas pourquoi il pense qu'il y a des erreurs dans le code, puisque c'est... J'ai dit que c'est un chat. Ok, normal, c'est bon. Yeah. Bon, quand je vais revenir sur le code, je vais vous dire ce que l'erreur que j'ai faite. Dans le compilant pour que ces warnings-là partent. J'avais mal écrit l'entête du main. Dans le main, je mets int arc de C, chat étoile de arc. Donc voici somme. On va passer A, B, nous allons passer 5 et puis 10. Ok, je dois faire somme.
Bon, comme je suis sur Windows, je suis obligé d'ajouter exe. Si vous êtes sur Linux, vous n'avez pas besoin d'ajouter exe. Voilà, OK. On nous dit la somme des nombres de 5 à 10, c'est 54. Est-ce que c'est vrai? D'après l'énoncé, ça doit donner combien? Y a-t-il quelqu'un qui, de 5 à 10, s'il faut calculer les nombres allant de 5 à 10, Ça donne 45, monsieur. ça veut dire que on a débordé. Combien? 45? Non, 5 plus 6. 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 plus 10. 45. Et nous, on a trouvé 54. OK, où se trouve le problème? Attendez un peu. Je reviens dans le code là et puis nous allons débloquer ça ensemble. C'est pas... OK, je récupère int de A, int de B et j'appelle somme en passant A et B. Correct. 5, 10. Ensuite, si fork égale à 0, nous allons aller de A jusqu'à B moins A divisé par 2. C'est-à-dire que de 5 à 10, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait 6. Si je fais 10 moins 5, j'aurai 10 moins 5, je vais avoir 5. Et 5 divisé par 2, comme c'est une division entière, 5 divisé par 2, j'aurai 2. Et du coup, je vais m'arrêter de... Qu'est-ce que ça veut dire? Attendez. Monsieur, B, c'est quoi? Les arguments de somme là, ce sont quoi? Il faut revoir les arguments de Les somme là. extrémités, les arguments de somme, ce sont les extrémités. L'intervalle, Ok. c'est l'intervalle. Donc, comme j'ai l'intervalle, j'ai envie de prendre de A jusqu'à la moitié de l'intervalle. Et comment j'obtiens la moitié de l'intervalle? J'ai fait la borne supérieure moins la borne inférieure, je divise par 2. La borne supérieure, c'est 10. 10 moins 5. Qu'est-ce que c'est? Je crois que... Comment je fais pour tomber sur 7? Bon, mettons pause là. Il faut qu'on trouve l'algorithme qui permet d'avoir la moitié de... Correct. Donc, puisque nous avons le milieu, on devait ajouter la borne inférieure qui est A. Ici, pour le fils, on ajoute A pour sa borne supérieure. Pour le père, on ajoute A pour sa borne inférieure. Donc, je commence d'abord A et j'ajoute le milieu plus 1. OK. Ça va permettre d'écrire pour le fils. Donc, du coup, s'il faut transformer cette somme-là pour deux processus, est-ce que tout le monde a compris? Si on va transformer cette somme pour, disons, ça c'est somme pour un processus, la somme pour deux processus va être assez évidente puisque nous avons déjà les bornes. Donc, s'il faut écrire deux processus, j'aurai int S1, S2, I, et S1 va être égal à S2 qui va être égal à 0. Le père va faire if fork est égal à 0. Premier processus fils, else, if fork est égal à 0. Deuxième processus fils. Vous voyez que ce n'est pas deuxième processus fils. Et le père va faire un wait du premier résultat. Il va faire un wait du deuxième résultat. Donc, après avoir récupéré les deux, je vais faire un if
if exited de res1, n'est-ce pas, et exited de S2. Une fois que les deux valeurs sont disponibles et récupérées, renvoyer normalement, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons juste return status de S1 plus status. J'espère que tout le monde voit le Word, le notepad que j'ai partagé. OK, c'est bon. Reste 2. Donc la deuxième, la question B n'est pas compliquée, sinon on retourne 0. Donc ça, c'est pour le cas de deux processus. Ici, ça sera la même chose. Nous allons avoir I allant de plus middle, I inférieur à I plus correct. Donc ça, c'est le premier processus. Il va faire S1 plus égal à I. Et il va faire un exit de S1. Identique pour le processus, le deuxième processus. Il va utiliser S2. Et après, il va faire son exit de S2. En fait, on pouvait utiliser la même variable S parce que, comme nous l'avons dit, le père et le fils auront leur propre copie de S. Donc, du coup, on pouvait utiliser la même variable S. OK. Pour accumuler, c'est-à-dire que le fils aura sa copie de S, il va accumuler et il renvoie son résultat avec zit. Ici, le fils aura également sa valeur. Son S, il va accumuler S et il renvoie oui. Voilà, donc voici comment est-ce qu'on communique des processus avec exit et wait, avec ces deux macros-là. Donc, si vous exécutez ça, vous allez pratiquement avoir le même résultat. Sauf que cette fois-ci, le père ne fait rien à part calculer la somme. Donc, j'ai renommé somme 1 et somme 2 pour désigner respectivement somme avec un processus et somme avec deux processus. Là, je le compile et je rappelle somme exe en passant A et B. OK, là, c'est deux processus qui font le calcul. Vous pouvez ajouter des println pour savoir qui s'exécute avant l'autre. Bref, ça vous permet de distribuer des tâches dans différents processus. À l'examen, je crois que je vais vous demander plutôt d'avoir une matrice et de distribuer. Je crois l'énoncé, mais vous l'avez déjà vu. Vous devez distribuer le calcul de la multiplication d'une matrice. En fait, la multiplication d'une matrice, lorsque la matrice est de très grande dimension, je ne sais pas si c'est la multiplication ou bien c'est l'addition que je vous demande. Bref, manipuler les matrices prend souvent beaucoup de mémoire et de temps processeur. L'idée, c'est d'utiliser des processus qui vont faire ce calcul-là. Et puis,
Oui, vous passez une matrice 2 fois 2 en paramètres. OK, ici, vous allez créer quatre processus fils 4 et chaque processus fils va calculer un élément du carré de la matrice initiale et renvoyer au processus père comme code de retour. Donc, vous avez une matrice 2 fois 2. Quand c'est 2 fois 2, ça fait qu'il y aura en tout, vous aurez deux lignes, deux colonnes. Chaque matrice va calculer la... Donc, vous allez passer A, B, C, D simplement dans l'invite de commande. A, B, C, D dans l'invite de commande. Et chaque processus va calculer le carré, c'est-à-dire que vous allez avoir A fois A plus B fois C, ensuite A fois B plus B fois D, et puis A fois C plus D fois C, et le dernier, ça va être B fois C plus D fois D. Donc, on va juste passer les 4 arguments dans l'appel de votre main. Donc, du coup, vous pouvez juste utiliser ASCII to integer pour récupérer les 4 valeurs. Donc, vous allez faire 4 fois ASCII to integer, ASCII to integer. C'est l'exercice 3 question. Donc, bref, c'est dans les... Mais je ne vous ai pas donné cet énoncé. Je crois pas. Le reste, tel que ces exercices, il suffit juste d'écrire les 3 forks et de voir ce qui va se produire. Vous pouvez faire des prints là pour savoir qu'est-ce qui se passe. Combien de forks, combien de processus seront créés ici? D'après vous? Combien de processus seront créés là? 3 processus, monsieur. Non, c'est pas 3. C'est clair que c'est pas 3. Je pense que c'est 4. 4. OK. Attendez un peu, nous allons faire. Je crois que c'est plus, c'est pas 4. 4, c'est petit. 4, c'est petit. C'est 6, monsieur. Bon, nous allons compter ensemble parce que moi, je me. Qu'est-ce que c'est? OK. J'ai l'impression. Je vais ouvrir notre page pour essayer d'expliquer ce qui va se passer là. Donc, si je fais un premier fork, je fais un deuxième fork, nous avons des 3 et puis un troisième fork. Ici, vous allez vous retrouver avec un processus fils plus le père. Ça va vous donner 2 processus, n'est-ce pas? Donc, après cette ligne-là, on se retrouve avec 2 processus. Ces 2 processus vont exécuter chacun fork. C'est-à-dire qu'on va se retrouver, après l'exécution de fork, avec 2 processus de nouveau. Ça va nous donner en tout 4 processus. Puisque le processus fils va exécuter fork, il deviendra cette fois-ci le père de ce processus fils qu'il vient de créer. Et le père, lui, l'a continué en créant un autre processus fils. Le père va se retrouver avec un deuxième processus fils. On aura en tout 4 processus fils. Et ces 4 processus fils vont chacun créer 2 processus. En fait, chaque processus fils, ces 4 processus fils vont chacun créer un processus fils. Donc, ça veut dire qu'il y aura 4 processus fils qui seront en tout créés. Et là, je crois que c'est 8. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Au départ, on a le père et le fils, ça fait 2. OK. Oui, d'accord. Avec un arbre de création, ça peut peut-être mieux expliquer ce qui se passe.
Donc, nous avons le premier fork. On aura ici. Après ce premier fork, on aura deux processus qui vont se créer là. Maintenant, le deuxième fork, puisque chacun des processus exécute le deuxième fork, il va créer un nouveau processus. Lui également, il exécute le même fork. Il va créer un deuxième processus. Maintenant, le troisième fork, tous ces trois forks vont s'exécuter. Ils vont créer chacun leur propre fils. Donc, on se retrouve en tout avec combien? Donc, ici, il faut juste compter les processus ici. Donc, on va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah non, j'ai oublié celui-là. OK, 8. Alors, donc, c'est vrai qu'il y aura 8 processus en tout. Mais vous pouvez faire des println pour dire get PID pour que chaque processus affiche son PID. Ça vous donne immédiatement le nombre de... Ah,